Retour sur ce plateau pour retrouver mes invités. Bonjour Marc Goudianou. Bonjour Carole Olaye, bonjour à tous mes amis téléspectateurs et internautes. Bonjour Roland Tonéikès. Bonjour Carole Olaye, Marc Goudianou, bonjour. Bonjour Laurent. Téléspectateurs et internautes, bonjour. Nous allons retrouver Matin Libre qui s'intéresse à l'interdiction répétée des rassemblements de l'opposition, le plan secret du pouvoir selon les démocrates. Nous allons dans le calme les dérouter, promet le parti de Yahi. Roland Tonéikès. Oui, il est courant de voir ces derniers jours que les rassemblements du parti, les démocrates, sont interdits, quoique parfois, dans un premier temps, les autorités locales ou communales donnent des autorisations et après reviennent sur ces autorisations données et on arrive même à envoyer la police encercler les lieux, empêcher les gens de tenir les réunions. Excusez-moi. Vous avez un chat à la gorge? Bon, pas un chat, pardon. Un chat. Bon, pardon, n'allez pas sur ce terrain. Allez-y. De toute façon, je crois que oui, il est courant de voir ces derniers temps que le rassemblement des partis politiques de l'opposition, notamment le Parti démocrate, ces rassemblements sont interdits. Les autorités, dans un premier temps, parfois donnent une autorisation et après, on a comme l'impression qu'il y a une main invisible qui dit, mais écoutez, pourquoi vous donnez cette autorisation et revenez sur votre décision et puis après, on remet en cause. Ou soit on évoque des questions de, comment vous appelez, il faut organiser les séances dans des lieux encerclés, clôturés ou je ne sais quoi, bien fermés. Alors qu'en réalité, les gens font sur le terrain beaucoup plus, notamment les députés pour la reddition des comptes. Alors, est-ce qu'on peut contenir toute une population qui est élue, par exemple, dans la 6e circonscription électorale, quand il prend un bon cas, par exemple, dans une salle? Non, il faut une place publique pour parler aux gens. Et donc, il y a aussi un fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez, même si la foule n'est pas égale aux électeurs, il y a que le fait de voir ce monde mobilisé par le parti d'opposition, en l'occurrence le Parti des démocrates, en réalité donne une idée. Et puis après, il se fait que les populations ont tendance à suivre cette dynamique. Parce que qu'ils vous souviennent que, quand je prends l'exemple de 2016, les gens me diront que non, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? 2016, quand tout le monde refaisait les rencontres, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui mobilisaient beaucoup de personnes, où il y a beaucoup d'argent à donner, et les gens étaient nombreux là. Par contre aussi, il y a aussi d'autres rencontres où il n'y a pratiquement pas d'argent. Je prends les rencontres de Patrice Talon, quand vous voyez, il descendait dans une commune, il y avait tellement du monde autour de lui. Donc, cette image, après, transposée, malheureusement, nous avons malheureusement fait l'erreur de transposer ça. Et quand il s'agit des élections, pour dire c'est tel parti qui avait eu le plus de soutien des populations, et par conséquent, comment se fait que dans cette zone électorale, circonscription électorale, on en arrive à dire qu'ils n'ont pas été élus, on n'a pas voté pour eux majoritairement. Donc, il faut quand même, dans une certaine mesure, étouffer ces réunions, empêcher ces réunions, pour montrer que, pour ne pas donner l'image de ce que, oui, les populations adhèrent à la vision du Parti des démocrates. Et c'est en cela qu'il faut se poser des questions. Moi, je continue de dire, au-delà de ce que nous pourrons reprocher, en tout cas au Parti des démocrates également, dans l'organisation, il faut quand même que les partis au pouvoir, notamment les autorités communales, comprennent que, oui, ils ont l'obligation de permettre à ces partis d'opposition de tenir ces rencontres, de tenir ces réunions, de parler aux citoyens, d'aller faire la reddition des comptes. Parce que dans le même temps, écoutez, on voit les partis de la mouvance se réunir régulièrement. Et moi, je me pose la question de savoir dans quelle mesure ou est-ce que, comment est-ce que les autres saisissent les autorités communales ou locales et en arrivent à tenir les réunions facilement. Et parfois, pas dans des salles. Parfois, pas dans des salles. Je peux citer 1, 2, 3 exemples. Je ne vais même pas perdre mon temps à les citer. Mais ils se connaissent, on se connaît très bien. Il y a des rencontres qu'ils ont tenues sur les places publiques. Avec les foulards, si vous voulez, jaunes ou verts, dans certaines mesures, il y a du monde. Mais on n'a pas empêché ça. Donc, j'estime que véritablement, il faut que les gens comprennent que nous sommes tous béninois. Et après tout, la roue tourne. Et malheureusement, c'est vrai, hein, il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est l'habitude de tous les politiques, notamment pratiquement tous les régimes. À un moment donné, les régimes successifs ont tendance à étouffer les actions ou empêcher les actions des opposants. Et puis après, quand ça nous rattrape, après, quand on subit aussi, on joue la victime. Je voudrais quand même que les gens comprennent qu'il faut à un moment donné mettre fin à cette pagaille-là. En tout cas, moi j'appelle ça pagaille de la part de tous les acteurs politiques.
toutes catégories confondues, opposants mouvanciers, parce qu'ils ont tous aussi à un moment donné de l'histoire posé des actes du genre, il faut quand même à un moment donné qu'on mette fin à cette pagaille. Nous avons été le modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a des pays qui nous ont donné le pion, qu'on le veuille ou non. Je veux citer par exemple le Ghana. Quoi qu'on dise, à un moment donné, on ne peut plus se mesurer à ces pays-là. Et pourquoi? Parce que ce sont nous-mêmes, ce sont nos acteurs eux-mêmes, et nous-mêmes, évidemment, journalistes à tous les niveaux également. Mais nous avons contribué. Est-ce que c'est responsable des partis, du parti, les démocrates mènent toutes les démarches nécessaires? Vous avez vu, ils sont sortis à plusieurs reprises pour désavouer les sorties de certaines autorités. Moi, je ne suis pas leur avocat pour reprendre ce qu'ils ont dit. Mais de toute façon, j'analyse les faits pour dire, à un moment donné, j'ai dit que parfois, ils donnent même l'autorisation, les autorités communales donnent l'autorisation, et se ravissent après. Ils reviennent sur leur décision. Donc déjà, il y a un problème. On a vu ça par le passé également, hein, où après, on donne une décision, et puis le préfet, le maire donne la décision, l'autorisation, et le préfet refuse. On a vu ça aussi par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous évoluons, pardon, et donc nous devons travailler à éviter ces schémas-là. Marc Goudianou. Effectivement, il faut rappeler que nous avons vécu dans un contexte politique où la liberté des uns et des autres avait été quand même restreinte à un niveau donné, que ce soit par, en tout cas, les manipulations politiques, les manipulations institutionnelles. Et donc, à un moment donné, je pense que déjà que nous sommes proches des élections de 2026, il faille quand même que le pouvoir en place puisse commencer à réfléchir à une approche beaucoup plus pacifique. Parce que n'oublions pas, si vous avez tout le temps opprimé les gens, si vous avez tout le temps restreint leur liberté, on sait ce qui s'est passé en 2019, on sait tout ce qui s'est passé en ce qui concerne la liberté des uns et des autres, en tout cas l'embargo sur les médias publics pour une certaine opposition. Et donc il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas en matière de liberté d'expression ou de manifester. Et que ce soit les acteurs politiques ou peut-être les populations qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue que ceux du pouvoir en place, il y a eu cette réalité-là que l'on ne devait pas perdre de vue. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes vers la fin du régime en place et donc ce qui devait être normalement observé, ce n'est pas ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, où l'opposition qui normalement anime la vie politique et donne de la vivacité et est un parti de contre-pouvoir pour pouvoir quand même permettre de pouvoir voir les insuffisances qui sont au niveau du pouvoir public, se voit aujourd'hui restreint dans quoi? Dans la possibilité de pouvoir se réunir et de pouvoir se réunir simplement, pas de pouvoir manifester, mais de pouvoir se réunir et discuter entre eux. Je ne sais même pas dans quelle mesure cela est à l'encontre peut-être des aspirations du pouvoir en place. Si tant est que les partis de la grande mouvance arrivent à se réunir quand ils veulent, où ils veulent et comment, alors les quelques rassemblements que ces partis d'opposition vont pouvoir faire, je ne sais pas en quoi ça les dérange. Et cela va de mal en pire, où à chaque regroupement, on voit des policiers débarquer. Et il faut dire, les policiers et les agents de sécurité, en réalité, travaillent pour l'État. Et ils reçoivent des ordres. Ils ne vont jamais se lever d'un coup d'eux-mêmes, de leur propre autonomie, pour pouvoir aller faire ces genres d'actions. Et donc, ce sont des cadres à divers niveaux, ce sont des responsables à divers niveaux qui leur donnent ces instructions. Et donc, il faut interpeller les divers acteurs à divers niveaux, à commencer par le chef de la police républicaine, à travers les ministres en charge, à travers beaucoup d'autres responsables qui sont liés à la sécurité publique. Et donc, pour leur dire en réalité que tout passe, il faut comprendre cela. Tout passe dans la mesure où, en 2016, personne n'avait imaginé le schéma qui était revenu en 2016. Et donc, en 2026, eux-mêmes ne savent même pas ce qui adviendra. Et c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui choisit. Et quelles qu'en soient les manigances, quelles qu'en soient les orientations et les manipulations politiques que vous essayerez de mettre en place afin de pouvoir débouter les autres, ce qui doit arriver arrivera. Et mieux, en faisant ainsi, moi je pense que le pouvoir en place est en train de donner du crédit aux partis de l'opposition. Parce que l'on est en train de constater que
toute la population ou tous les acteurs qui animent la vie politique sont en train de constater qu'en réalité, c'est un acharnement politique. Et quand ça devient un acharnement politique, ils deviennent des victimes. Et quand ils deviennent des victimes, vous connaissez le peuple béninois. Le peuple béninois aime surtout être du côté des victimes. Et c'est même ce qui a favorisé l'arrivée de Patrice Talon en 2016 et qu'il ne devait pas oublier. Et dans le même contexte, quand aujourd'hui ceux-là... Patrice Talon, est-ce que c'est Patrice Talon qui refuse? C'est pas le président de la République. Je n'ai jamais dit que c'est Patrice Talon qui refuse. Les autorités... J'ai dit, les autorités qui parrainent les autorités ou qui est à la tête du pouvoir d'État, c'est Patrice Talon. Si un ministre à un moment commet des erreurs, par exemple, à un moment donné, le chef de l'État est là pour les reprendre, pour les mettre à l'ordre. Et donc, la responsabilité est partagée de part et d'autre, depuis la tête jusqu'aux agents de police qui vont sur le terrain pour aller faire les opérations. Donc, la responsabilité est partagée de part et d'autre. Et dire aujourd'hui que le chef de l'État ne mesure pas, il ne va pas dire qu'il n'entend pas ou qu'il ne reçoit pas ces plaintes-là de ces acteurs politiques. C'est impossible. Ça veut dire qu'il a un problème au niveau de son service de renseignement. Et donc, je suis sûr qu'il est informé de ça. Quand il est informé, quelles sont les dispositions qu'il met en place? Parce qu'aujourd'hui, vous pourrez beau réprimer les gens, vous pourrez beau les empêcher de pouvoir se réunir pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Je pense que même à des moments donnés, les gens ont voulu se réunir dans une maison, dans une maison, et on est allé les interpréter. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Ce que les mêmes acteurs qui étaient aux côtés du chef de l'État, avant 2016, qui dénonçaient, d'accord, à voix haute et partout, et marchaient même, d'accord, pour pouvoir dénoncer la restriction des libertés, aujourd'hui, vous voyez ces mêmes acteurs autour du chef de l'État et qui ne disent rien, qui cautionnent, et qui sont même dans le pouvoir d'État, à des postes de responsabilité, et qui aujourd'hui ne disent rien face à cette injustice. Et nous, notre rôle, c'est pouvoir quand même de pouvoir revenir dessus, et de pouvoir dire ce qu'on pense, que ça ne déplaise aux uns aux autres, on le dira. Roland Tonné-Ikes. Je crois que vous avez voulu interrompre Marc à un moment donné pour demander si c'est le chef de l'État. Le chef de l'État reste le maître suprême de la mouvance présidentielle. Et les acteurs aujourd'hui qui interdisent ces rencontres des partis d'opposition sont des acteurs qui se réclament être de la mouvance présidentielle. Je peux citer les noms des maires qui ont interdit ça, ces rencontres des partis d'opposition. Et ces maires, il n'y en a pas mieux qui, malheureusement, font partie de ceux qu'on a nommés avec la loi interprétative de 2020. Donc, ils tiennent l'autorité de quelqu'un. Parce que c'est contre le gré des conseillers communaux qu'on les a imposés comme maires dans leur localité. Et puis, ils posent des actes aujourd'hui, les préfets ne réagissent pas, le ministre de tutelle de la décentralisation ne réagit pas, et le gouvernement ne réagit pas. Donc, nous devons peut-être alors interpeller le chef de l'État qui est le premier à décider pour dire, écoutez, non, je ne vous ai pas demandé ça. Parce que quand les autres ont fait ça pour moi par le passé, ce n'était pas bon. Et c'est ça qui a fait que je suis là. Il faut que les gens se rappellent de l'histoire. En fait, j'ai comme l'impression que parfois, nous faisons l'effort d'oublier l'histoire. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est la loi de la nature, malheureusement, si vous continuez de cette manière. J'estime que véritablement, aujourd'hui, les gens doivent pouvoir comprendre que oui, nous avons... Parce que c'est ce qui me désole dans tout ça. Vous les entendez dire, oui, on a fait de grands travaux, on a modernisé la ville de Cotonou, on a fait des routes un peu partout dans le Bénin, on a fait 3000 km de routes, et tout ça là. Mais tout ça là ne suffit pas pour défendre votre bilan et vous voulez empêcher les autres de se réunir. Ce n'est pas possible. J'estime que véritablement, il faut que nous puissions nous laisser, en tout cas, laisser les citoyens libres à un moment donné. Que les partis qui ont la possibilité de prendre la parole, prennent la parole pour parler, pour discuter. Du moment où ils ne sont pas dans la mobilisation, dans les manifestations, vous faites bien de préciser ça, Marc Boudjanou, du moment où ils ne sont pas dans les manifestations, ils disent reddition de comptes. Parce que le député doit rendre compte à ceux-là qui l'ont envoyé en mission. Et donc, si les gens descendent dans la localité avec même en même temps, même si ce n'est pas reddition de comptes, nous sommes à la veille des élections générales. Donc les gens ont l'obligation d'aller vers les populations pour discuter avec les populations. En cette matière, il y a des lois à respecter. Mais écoutez, les gens ne sont pas allés faire campagne. Mais ils sont, voulez, il faut le dire, c'est une pré-campagne qu'on le veut. Ce que les autres font là, vous appelez ça alors quoi? Si vous appelez ça alors pré-campagne, ce que les autres font là, vous appelez ça quoi alors? Mais j'estime véritablement que les gens ont besoin d'aller voir les populations sur le terrain pour installer leur coordination, mettre en leurs cellules, que ce soit coordination communale, d'arrondissement et autres.
Non, il faut quand même qu'on se comprenne dans une certaine mesure. Je pense véritablement que les gens ne rendent pas service au chef de l'État. Et ils ne se rendent pas eux-mêmes service. Parce qu'à cette allure, on veut créer des situations. Et après, on dira que c'est les autres. Parce qu'on a tout fait de voir qu'après, pour dire que quand vous dites que, par exemple, les autres n'ont pas été aux élections en 2019, on vous dit, ah non, c'est eux qui ont refusé de partir. Et au fond, nous sommes tous béninois quand même. Moi, je n'ai pas une mémoire courte. Je suis quand même, fort heureusement, je remercie mes parents qui m'ont envoyé à l'école. J'ai appris à lire et écrire et je comprends bien les choses. Donc, personne ne me dira le contraire de ce qui s'est passé. Mais au fond, quand les gens prennent la parole, ils vous disent clairement que ce n'est pas nous, que c'est les autres qui ont refusé d'aller aux élections. Qui, dans ce pays-là, a véritablement refusé d'aller aux élections? En dehors de Azanaï, qui a joué son rôle de, en tout cas, dit, lui, il boycotte tout. Les autres ont voulu à un moment aller aux élections, mais on a vu ce qui s'est passé. Je pense que ce qui se passe nous interpelle tous. Les acteurs politiques en premier, la mouvance. Les opposants également, moi je le dis une chose, je le dis clairement, c'est vrai qu'on reprochera des choses à la mouvance. Désormais, là, les opposants, quand ils vont saisir une autorité communale pour demander une autorisation, qu'ils publient en même temps la demande. Parce que est-ce que le Parti Les Démocrates a aujourd'hui d'autres moyens pour se faire entendre? Oui, attendez. Le problème déjà, je dis, il faut qu'il d'abord communique sur dès lors qu'ils saisissent une autorité communale qui publie l'information. Qu'une station. Parce qu'en fait, parfois, il y a des cadres aussi qui sont assez nonchalants, à tous les niveaux. Hein. Parfois, il doit déposer la lettre le lundi. Il s'est occupé à autre chose, c'est mercredi, il va déposer. Mais après, le parti, ça peut agir. Donc, il faut publier. Nous avons saisi telle autorité depuis 112 h 48 heures, on n'a pas eu de réponse. On attend. Et là, le peuple voit. Parce qu'après, quand ils viennent aussi pour les explications, tel maire dit non, c'est la veille qu'ils ont envoyé l'autorisation, c'est 48 heures avant qu'ils ont... Donc, quelque part, à un moment donné, il faut quand même que chacun comprenne que dès lors que vous avez en face de vous une machine qui veut toujours vous rouler, il faut quand même trouver les moyens aussi d'exposer la machine. Si vous ne le faites pas. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent se faire entendre? Écoutez, il n'y a aucun moyen. Vous avez en face de vous une machine, un rouleau compresseur, un griffe, si on peut l'introduire. Donc, la meilleure manière pour vous, c'est de développer des possibilités, de faire en sorte que, dès lors que c'est ce que je dis, il faut soit informé de ce que vous faites. Et que, parce que là où ils sont là il y a un piège aussi. Hein. Vous savez, avec ce qui se fait là, le jour, peut-être, il y aura une interdiction et que certains militants, excusez, des badauds vont vouloir réagir. Après, on leur attribuera ça. Donc, voilà. Il faut qu'ils travaillent aussi à faire en sorte que dans leur sein, là, ceux qui pourraient être des badauds, qui peuvent à un moment donné vouloir poser des actes, parce que sous l'effet de la colère, parce qu'à un moment donné, vous êtes citoyen, vous, les autres se réunissent après. Sous l'effet de la frustration. Sous l'effet de la frustration, il faut qu'ils travaillent à sensibiliser davantage leurs militants. Leur dire, écoutez, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la situation, la paix est rien que la paix. Dans la paix, nous allons pouvoir travailler. Il faut qu'ils leur disent ça, plutôt que de chercher à vouloir réagir ou bien de les laisser réagir. C'est ça le véritable piège qui les guette maintenant, parce que les autres vont les pousser à bout, pousser à bout, pousser à bout, pousser à bout. Et à un moment donné, il y aura peut-être risque d'explosion. Et après, on dira que c'est eux. Et c'est en réalité, sur ce terrain qu'ils sont attendus. Il leur revient de faire attention. Et sur la question, moi, je voudrais quand même que les partis de l'opposition, ce qu'on leur a toujours demandé, c'est qu'ils anticipent également sur les actions du pouvoir en place. Parce que ce pouvoir vous a géré, d'accord, Mano Militari pendant 9 ans. Et on tend vers la 10e année. Et donc, vous ne pouvez pas attendre que tout vous soit donné facilement. Et donc, ils doivent commencer par anticiper sur les éventuelles actions du pouvoir en place afin de pouvoir les empêcher de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et la seconde chose, c'est que au niveau de leurs cadres qui sont à divers niveaux, il faut qu'ils réfléchissent également, mûrissent des réflexions en leur interne, pas de façon publique, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut anticiper certains. Parce que si déjà la première des choses, c'est-à-dire l'animation de la vie politique à travers des regroupements entre acteurs politiques, entre votre base, si déjà on essaie de vous interdire à vous réunir, à vous rassembler, vous imaginez ce qui va vous attendre en ce qui concerne les différentes élections qui viennent? C'est là la question. Parce que sur de simples rassemblements, déjà, on vous empêche déjà de vous réunir, ça veut dire que attendez-vous à subir pire que ça pour les élections générales qui viennent. Et que ça soit à divers niveaux. Et donc,
en tant que, normalement, acteurs et cadres des partis de l'opposition, ce qui devait être leur engagement aujourd'hui, ou bien ce qui devait beaucoup plus mûrir leur réflexion, c'est comment anticiper pour pouvoir mieux réagir et mieux se discipliner pour pouvoir conquérir le pouvoir en 2026, tant est qu'ils aspirent à cette chose-là. Et donc, il va falloir s'organiser. Tout passe par une bonne organisation. Oui, je crois que dans toutes les circonscriptions électorales aujourd'hui, il revient au parti les démocrates. Pas que les démocrates, je dirais à tous les courants de l'opposition, que ce soit MPL, que ce soit JSR, que ce soit NFN, et puis et autres partis de l'opposition qui se réclament de l'opposition, à proprement parler. Je ne veux pas parler de ceux qui déjà tendent la main à la mouvance pour avoir le parrainage. Ceux-là qui pensent qu'ils peuvent gagner des élections, qui peuvent en tout cas se faire entendre dans les communautés, de s'organiser, d'aller à la rencontre des populations, discuter avec les populations. Quoi qu'on dise, même s'il y a des interdictions, c'est que au moins de bouche à oreille, on n'a jamais empêché un citoyen d'aller parler à son voisin dans son quartier. Hein. Donc, dans un moment donné, moi j'ai vécu une expérience assez extraordinaire en 2015 où les gens ont fait juste du porte-à-porte, de maison en maison, passer de maison en maison pour parler en pleine campagne. Pas de grandes rencontres. Et ça a apporté, ça a donné des résultats. Donc, aujourd'hui, il ne sert à rien. Il suffit seulement que si vous avez, dès lors qu'ils ont une petite occasion, qu'ils passent le message. Et après qu'ils aillent peut-être de maison en maison, pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont développer une autre forme d'évangélisation. Aller dans la maison en maison pour porter leurs nouvelles, pourquoi pas. Confusion sur le dauphin et le successeur de Talon. Rien de garanti, seul le peuple avisera. C'est Dynamisme Info qui en parle ce matin. Marc Goudjano. Oui, puisque... Confusion sur le dauphin et le successeur de Talon. Rien de garanti, seul le peuple avisera. Êtes-vous d'avis? Oui, d'abord, cette confusion est partie déjà même à partir du pouvoir même. Où aujourd'hui même... certains ténors ou certains leaders de la mouvance présidentielle ne savent même pas qui pourrait être le dauphin de Patrice Talon. Et les quelques-uns qui se voyaient déjà en dauphin et nourrissaient quelques ambitions politiques pour 2026, on a compris comment ils ont été déjà découragés. Et donc, même le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est un travail au niveau de la mouvance qui est en train d'être fait sans tenir compte forcément de la personne du dauphin, d'accord, qui va remplacer Patrice Talon. C'est-à-dire qu'ils font un travail à l'aveuglette. Un travail à l'aveuglette où ils ne savent même pas qui sera leur candidat, ils ne savent même pas quel est son profil, il répond à quoi, ils ne savent rien. Et donc, ils travaillent à pouvoir mobiliser les gens, à pouvoir renforcer leur base à divers niveaux. Et donc, cela fait qu'aujourd'hui, personne parmi eux ne sait en réalité quel est le profil du candidat que j'irai soutenir ou défendre. Et ça pose un véritable problème, puisque est-ce que le choix qui sera fait tiendra compte des aspirations du peuple? Tiendra compte des aspirations de vos militants à divers niveaux? C'est là également la question. Parce que si à un moment donné, vous faites tout le travail en allant à la base, discuter avec les militants, les rassurer que vous allez améliorer les choses, telles que les choses sont faites aujourd'hui, c'est bon, les populations apprécient, vos militants apprécient, ils attendent que vous leur présentez alors un candidat qui va servir d'alternance, pas forcément d'alternance, de continuité, bien sûr. Et donc, à la fin, puisque le chef de l'État l'a même dit dans son entretien avec Jeune Afrique, qu'on ne connaîtra le candidat qu'à la dernière minute. Et quand c'est à la dernière minute, ça veut dire que si lui-même il le dit, c'est que... Mais c'est parce qu'il le dit, il l'a dit officiellement à travers la presse internationale, que c'est ça qui est la réalité. Est-ce que ses proches ne sont pas déjà au courant de qui le chef de l'État porte? Là où vous verrez même que les proches du chef de l'État ne sont pas au courant, d'abord, j'ai commencé par donner l'attention, tirer l'attention sur le fait que parmi les proches du chef de l'État, ce sont les leaders politiques qui parrainent en réalité les grands ensembles, les deux grands ensembles. Et parmi ces leaders, il y en a parmi eux qui avaient cette ambition politique-là, de pouvoir être le dauphin du chef de l'État. Ces ambitions étaient découragées. Parmi eux, il y en a qui ont ces ambitions-là
Et ces ambitions dorment en eux. Ne l'ont jamais exprimé. Ne l'ont jamais exprimé et ils ne peuvent jamais. C'est pourquoi tantôt je l'ai dit ici et je le redis dans ma langue maternelle à Vunkudro, Hoetomé-Yenanchi. Donc ils ne pourront jamais le révéler. Et donc quand c'est ainsi, ça veut dire que le chef de l'État ne va pas les mettre dans le secret des dieux. Et si le chef de l'État, vous le connaissez bien, c'est quelqu'un qui est très méthodique et dont on ne comprend même pas les actes qu'il va poser d'ici là ou ses propres réflexions à l'interne, il ne le discute. Et n'oubliez pas, le chef de l'État a subi des situations récemment qui vont l'amener à avoir encore beaucoup plus de crainte envers la classe politique. Et parmi même ses proches, puisqu'en réalité, le dernier événement qu'il a vécu, c'est l'un de ses plus grands proches. Et donc, il sera méfiant envers tous ces acteurs politiques qui sont dans la grande mouvance présidentielle. Et donc, à l'oreille de 2026, et même à la veille des élections peut-être, ils ne connaîtront le candidat qu'au même titre peut-être que nous tous, au même titre peut-être que les militants, et que ce candidat peut-être on le connaîtra peut-être le jour du dépôt des dossiers. Et mais donc, est-ce que ça doit se passer ainsi? Non, mais attendez. Si ça se passe ainsi, c'est en leur sein. C'est le chef de l'État qui est le père de ces partis-là. C'est lui qui décide. Et s'il décide, lorsque je vous ai raconté tout ce qui s'est passé, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui puisse dire que ça ne doit pas se passer comme ça, que c'est comme ça. Ce n'est pas à nous de lui dire comment ça va se passer. Sinon, normalement, on sait que dans le jeu démocratique, normalement, d'accord, pour tout ce qu'ils ont pu prôner depuis des années comme valeur en disant qu'ils sont démocrates, d'accord, qu'ils laissent l'opinion libre à chacun et à tous, ça veut dire qu'ils devaient normalement déjà donner l'exemple en leur sein pour pouvoir permettre aux leaders qui sont en leur sein de pouvoir se prononcer sur le choix du dauphin. Mais ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, pour le dauphin, dès qu'ils viendront présenter un dauphin vers la fin, à la dernière minute, cela va se poser le problème où parfois les militants ne seront pas d'accord avec le dauphin qu'on va commencer par leur imposer. Parce que même avant les militants, c'est-à-dire même ces leaders politiques qui portent ces grands ensembles, à un moment donné, il y en a qui avaient cette ambition-là. Et du moment où on va leur présenter un candidat peut-être qu'ils n'ont jamais digéré, qu'ils n'ont jamais voulu, et qu'ils vont se rappeler qu'à un moment donné, ils avaient voulu avoir cette ambition et qu'on a essayé d'éteindre cette ambition en eux, parfois, c'est là les vrais jeux politiques commencent. Où ils vont commencer par travailler en sourdine, ils vont commencer par travailler même pour l'opposition parce qu'ils ne se retrouvent pas avec ce dauphin-là. Et même parfois, même au niveau de certains militants, beaucoup ne vont pas se retrouver peut-être avec le dauphin qui sera choisi finalement. Et il y aura revirement de situation. C'est pourquoi moi je dis, c'est Dieu qui connaît, c'est Dieu qui choisit en réalité un chef d'État. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi je dis tous les cas de figure sont possibles. Les cas de figure même auxquels Patrice Talon ne va même jamais penser dans sa vie, puisqu'à un moment donné, je puis le dire, à un moment donné, lui-même ne savait même pas qu'il serait chef d'État. Roland Tonné-Ikes. Alors, j'avais dit tout à l'heure, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes causes produiront une fois encore les mêmes effets. Si l'on tente d'imposer un candidat qui ne fait pas l'unanimité au sein des formations politiques de la mouvance présidentielle, les mêmes causes ayant produit les mêmes effets en 2016, ça va être le même schéma. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, il faut quand même d'abord se poser la question de savoir à combien de personnes Patrice Talon a fait la promesse d'être son dauphin en 2026. Et si vous cherchez un peu autour de lui, tout comme en 2014-2015, on a vu des gens qui étaient des potentiels candidats soutenus par Patrice Talon. Je vais citer au moins deux noms. Pascal Irénée Koupaki, Général Bien, ou qui vous rappelle, qui vous souviennent que ce Bien, j'ai rencontré un journaliste dans une pharmacie en 2014 qui me disait bien on ne peut que c'est lui qui sera président. Et puis après, je peux aussi citer un autre nom, hein, Aurélien Agbenonsi, à qui Patrice Talon a promis qu'il sera candidat également. Vous étiez là? Écoutez, de toute façon, il a promis à certains acteurs qui seront candidats. Et après, il est devenu candidat lui-même. Mais la promesse électorale, c'était pas promesse électorale. C'était pas encore campagne. Allez-y. Bon. Maintenant, là, depuis qu'il est au pouvoir, à combien de personnes il a promis, bon, c'est toi, hein, tu seras mon dauphin. Parce qu'en fait, quand vous voyez la réaction
ou les réactions de certains acteurs, vous avez l'impression, ou vous comprenez que, en fait, on leur a fait une promesse, mais puis, malheureusement, on ne tient plus la promesse, et puis, ils se révoltent. Et c'est là où la confusion naît, véritablement. Parce que ceux qui se voyaient déjà en dauphin légitime de Patrice Talon se rendent compte qu'en réalité, ils ne sont pas dans son schéma. Et ceux à qui ils ont dit, autour d'eux, pour dire, écoute, tu sais, le chef m'a vu hier, on a parlé chez lui, il m'a invité, on est allé à la maison, j'étais chez lui, on a mangé, on a pris du champagne, il m'a dit, écoute, c'est toi mon dauphin. Et puis, ils ont partagé ça avec certains proches d'eux, autour d'eux. Ils ont créé ce que vous appelez peut-être Galaxie JD ou bien Dynamique, comment vous appelez, Génération JD, ou je ne sais pas, hein, Initiative JD, tout ce que vous voulez. Et puis après, un beau matin, ils se rendent compte qu'en fait, on n'est pas dedans. Et puis peut-être d'autres ont créé l'OB26, les obéistes. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'est pas dedans. Et donc, il y a une confusion totale au sein de la mouvance aujourd'hui. Marc fait bien de le préciser. Il y a ceux-là qui ont envie, mais qui ne pourront jamais avoir le courage de lever leur petit doigt pour dire parce que, écoutez, un ministre tout récemment a été déchargé, hein, parce qu'au cours d'une activité dans une région du Bénin, il aurait dit qu'il serait candidat. Et on lui reproche d'avoir installé des cellules ou bien des coordinations. Donc quand c'est comme ça, il y a un problème. Et ceux-là qui ont manifestement montré qu'ils veulent le candidat, automatiquement on a vu comment les représailles ont commencé, comment est-ce que les volontés ont été étouffées, autant de choses. Et aujourd'hui, tous, autant qu'ils sont, hein, même si certains sont encore présidents de parti et pensent qu'ils ont tout pouvoir, et sachant qu'ils perdent de plus en plus, progressivement, lentement mais sûrement leur pouvoir, parce qu'ils sont là, de nom, mais au fond, le schéma viendra d'ailleurs. Il y a tout ça qu'il faut regarder. Quand on regarde tout ça, on se dit, les regards sont véritablement tournés vers une seule personne. Patrice Talon, le chef de l'État. Et sur quoi comptent ceux qui sont proches de lui et qui continuent de faire des actions, de mener des actions sur le terrain? Ils vont compter sur quoi? Vous avez tout le temps dit que le monsieur est bon, il est meilleur que tout le monde depuis 1960. Il vient vous faire une proposition, vous voulez vous opposer à lui. Pourquoi? Il va quand même vous broyer. Moi, j'estime que véritablement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute aux acteurs. Quand vous vous rassemblez parce que vous avez vos intérêts à défendre et que vous faites tout ça aujourd'hui, le PC. Parce que demain, là, quand Patrice Talon va choisir son candidat, va peut-être l'imposer, le peuple va aviser. Le peuple va aviser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va bien se moquer d'eux. Pour dire, mais c'est vous qui avez dit qu'il est bon, il est ci, il est ça. Parce que vous comptiez, parce que vous étiez à la table du roi. Donc aujourd'hui, personne ne viendra prendre faire cause pour vous. Je vais donner peut-être l'exemple de l'affaire Bokor, Omeki, Talon, aujourd'hui. Regardez l'indifférence totale du peuple. Regardez comment le peuple s'est manifesté, comporté. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave que pour une telle affaire d'État ou pour un acteur politique qui a eu assez de soutien, on a vu tous les week-ends pratiquement des sorties officielles, des manifestations, des installations, de groupes, de mouvements, qu'il y ait une telle affaire, qu'il n'y ait pas de réaction. Que personne, même, on ne dit même pas de manifestation, même prendre la parole parfois, publiquement, pour dire non. Écoutez, j'ai vu les pasteurs se réunir à Natidengou, à Pibo. J'ai critiqué, j'ai été le premier à dénoncer, à condamner cet état de choses. Vous avez vu un pasteur d'Apibo quelque part prendre la parole pour dire, ah, c'est notre frère Olivier Bokor. Vous les avez vus. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. J'estime qu'aujourd'hui, il y a une vraie confusion. On se pose toute la question de savoir si véritablement tout est mis en... Parce que quand on dit c'est à la dernière minute qu'on va présenter un candidat, pourquoi on veut attendre la dernière minute? Parce qu'en réalité, c'est comme l'impression qu'on veut poser un acte qui s'impose à tout le monde. Mais est-ce qu'en l'État, pour un chef qui est en train de finir, il faille poser un acte qui s'impose à tout le monde? Il faut rechercher le consensus. Et je l'ai rappelé la semaine dernière, même dans la mouvance ou dans l'opposition, il faut aller puiser cet élément rare qui peut réunifier les Béninois, qui peut parler à Ricky Amadougou, qui peut parler, parce que le chef de l'État a même dit, quand on lui a demandé s'il va sortir Ricky Amadougou, il dit que peut-être il revient à son sujet, peut-être de le faire s'il estime qu'il va le faire. Cela suppose qu'aujourd'hui, si Patrice Talon n'a pas envie de le faire, il faut quand même quelqu'un qui soit en mesure de le faire parce que ce n'est pas avec lui qu'ils ont problème. Voilà, vous pensez que c'est celui qu'il va désigner qui osera le faire? C'est justement ça, c'est pour vous dire que c'est pourquoi il disait que j'ai l'impression qu'on veut imposer quelque chose et ce personne qui sera imposé ne fera que la volonté de celui que vous savez, pas moi. Pas ma voilà, nous allons poursuivre cette analyse. Je voudrais fermer rapidement pour dire que le fait de vouloir imposer un candidat à la dernière minute
le fait de ne pas forcément tenir compte des bouleversements que cela pourrait amener, engendrer, ça amène à réfléchir, à se poser la question de savoir quel sera le mécanisme qui sera mis en place, d'accord, pour que le processus électoral soit assez transparent. C'est comme à supposer que c'est comme si les dés sont pipés et quel qu'en soit ce qu'on fera ou celui qu'on imposera, quel qu'en soit les mécontentements au niveau de la mouvance, au niveau de l'opposition, c'est-à-dire que quel qu'en soit le candidat à la convention, c'est qu'il va passer comme une lettre à la poste. Et si c'est qu'il va passer comme une lettre à la poste, cela met en réalité en question où certains acteurs politiques doivent commencer par réfléchir à la transparence, d'accord, des élections, du processus électoral. C'est très important. Et il faut que chaque acteur y réfléchisse. Ce qui est dommage dans ça, c'est que vous voyez, ce que nous disons sur le plateau, vous allez voir les acteurs de la mouvance s'en prendre en nous, hein, aussi banalement. Parce que pour eux, c'est que, ou non, écoutez, pourquoi est-ce que tu dis ça? En fait, c'est quand ils seront dans le feu de l'action, bon, nous on tire, hein, on les réveille de leur peut-être sommeil. Mais quand ils seront véritablement face à la situation, vous allez voir qu'ils vont venir pleurnicher sur le lait renversé. Mais ce serait trop tard. J'estime véritablement que tous les acteurs à leur niveau, et je pense que le chef de l'État, moi je le dis une fois encore, un choix mal fait ou imposé peut lui être préjudiciable. Parce qu'à un moment donné, il se verra dans une situation où il sera le seul à soutenir ce candidat, où les acteurs véritablement vont lui tourner dos. Et quand ils vont lui tourner dos, vous savez souvent comment ça se passe. On a connu des cas similaires par le passé, et je ne voudrais pas que ce soit le cas. Puisqu'il a fait un effort à la tête du Bénin, reconnaissons qu'il a fait de grandes choses, un effort. Et donc quand on fait un de tels efforts, on fait l'effort, on fait le maximum pour sortir par la grande porte plutôt que de vouloir sortir par la fenêtre. Moi, j'estime que, oui, aujourd'hui, il faut quand même faire en sorte qu'en 2026, qu'on célèbre un bâtisseur. Voilà, qu'on célèbre un bâtisseur. On va tantôt, on va s'intéresser, j'allais dire, à l'une des actions fortes du gouvernement de la rupture, renforcement du système d'alimentation en eau potable à Savet. Dassa et Glazoué, un gigantesque ouvrage à Yédioko, à Savet. Voilà l'une des grandes réalisations qui parlent aujourd'hui pour le président Patrice Talon. Marc Koudjami. Nous avons de l'eau pour 50 ans au moins. Je cite Denis Obachabi. Voilà. Donc, alors qu'il faut reconnaître que cette localité du Bénin souffrait véritablement. Oui, parce qu'il faut reconnaître que ce sont des zones où, avant d'avoir accès à l'eau, c'est difficile. C'est très difficile, oui. Parce que ce n'est pas comme chez nous, où peut-être à quelques 10 mètres, par exemple, vous pourrez facilement quand on creuse, avoir de l'eau. Ce n'est pas les mêmes zones. Et donc, le problème qui se posait, même généralement pour certaines entreprises privées, même qui essayaient de pouvoir aider les gens là-bas, c'est que leurs machines se gâtent beaucoup plus facilement lorsqu'ils essaient de faire les forages dans ces zones-là. Et aujourd'hui, je pense que l'État a fait quelque chose de très grand. Moi, je le dis toujours, hein, il y a des secteurs vitaux sur lesquels je ne marchanderai jamais quand il s'agira de pouvoir remercier le pouvoir en place, remercier le gouvernement, même si ce sont nos fonds qui le font, même si les cadres sont payés pour ça, d'accord, mais néanmoins, il faut les remercier parce qu'ils ont cette volonté-là. Voilà, ils ont porté l'idée de pouvoir le faire. Et ils l'ont concrétisé parce que ça fait un grand soulagement. Aujourd'hui, vous n'imaginez même pas combien de gens les eaux souillées rendent malades. Ou combien de gens les eaux qui sont souillées arrivent à envoyer à l'au-delà. Et donc, je dis toujours que l'eau, c'est la vie. Et tant qu'il y a des secteurs comme l'eau, par exemple, comme la santé, par exemple, comme l'éducation, par exemple, qui sont impactés par un certain nombre d'actions très phares du pouvoir, on ne cessera jamais de le remercier, le pouvoir, pour ce travail-là qui est fait. Parce que, vous avez vu, on dit qu'on aura peut-être de l'eau dans ces zones-là pour 50 ans et peut-être plus, c'est juste une estimation. Mais l'acte qui a été fait, la réalisation qui a été faite est très importante pour les populations parce que non seulement pour l'usage, d'accord, quotidien, mais normalement
pour les plantations et autres, pour pouvoir, même pour l'agriculture au niveau de ces zones-là, c'est qu'ils peuvent utiliser ça pour installer des systèmes d'irrigation dont ils n'avaient pas la facilité de le faire parce que l'eau étant une denrée très rare dans ces zones-là, où parfois il faut se déplacer avec des bidons de 50 parfois pour aller chercher de l'eau très loin pour pouvoir avoir de l'eau. Oui, moi, j'ai des ressortissants. Moi. Oui, exactement. J'avais quelques voisins qui étaient de Dassa et qui me disaient combien de fois ils avaient des difficultés quand ils allaient au village de pouvoir trouver de l'eau potable. Il faut trouver l'eau d'abord et il faut parler même de la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, c'est une grande avancée en matière d'eau potable. Et je pense que pas uniquement cette zone, il y a également d'autres zones qui sont au niveau de tout le pays et qui ont besoin encore de cette réforme-là en matière d'eau potable pour pouvoir quand même limiter les dégâts. Et ceux qui sont beaucoup plus touchés par cette carence ou cette insuffisance d'eau potable dans certaines régions, ce sont les enfants. Parce qu'en réalité, les enfants, ils ont ce besoin-là de boire. Je ne sais pas, avec vous, vous allez constater, les enfants, ils aiment boire l'eau. Tout à fait. Beaucoup. Ils aiment boire beaucoup d'eau. Et mieux, quand ils sortent, par exemple, les parents les laissent, surtout dans ces zones-là, qui sont un peu plus des zones rurales, les parents les laissent s'amuser entre eux. Et parfois, ils vont aller boire de n'importe quoi. De l'eau souillée. De l'eau souillée. Et donc, ça les rend malades. Et parfois, ces maladies, ils traînent ça sur des années. Ça peut amener à perdre la vue, à avoir des infirmités. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés. Et ces enfants vont commencer par traîner ces problèmes depuis le bas âge. Et la valeur qu'ils doivent apporter à la société, ils sont diminués. Ils n'arrivent plus, parce que lorsqu'ils sont malades, ils n'arrivent plus à se développer, à rester à l'école, à s'instruire comme cela se doit, à devenir des cadres qui peuvent être utiles pour la société de demain. Et donc aujourd'hui, le mal est en train d'être, en tout cas, enlevé petitement. Et on va exhorter également le gouvernement à faire de même, surtout pour certaines régions qui sont même dans le sud, d'accord, ici, qui sont dans le sud ici, qui manquent d'eau potable. Vous direz même des villages à quelques kilomètres de là où nous on est actuellement, qui manquent d'eau potable. Il faut qu'on réfléchisse également, puisqu'en pensant également à ceux qui sont dans le Bénin profond, il faut qu'on pense à ceux qui sont dans les péripéties de Cotonou également, de la capitale économique, pour pouvoir parfois essayer de pouvoir régler ces problèmes-là dans ces zones-là également. Roland Tonéikès. Oui, je crois que en la matière, le gouvernement a fait fort. J'ai rappelé il y a quelques semaines ici que oui, en question d'eau, j'ai été à Dassa, le jour de la qualité de l'eau. Quand j'ai vu l'eau, j'ai goûté, j'ai vu qu'il y a un problème. Tout à fait. Et c'était comme si ces populations étaient laissées pour compte. Et donc, quand on arrive à réaliser une infrastructure de cette envergure, il faut quand même remercier le gouvernement. Avoir de l'eau pour 50 ans, quand même, c'est quand même au moins 2 générations. Hein. Tout à fait. C'est au moins 2 générations. Et puis, quand vous voyez ça, on ne peut que féliciter le gouvernement pour dire oui. Et c'est pourquoi que je chutais tout à l'heure en disant que oui, moi je veux bien qu'on célèbre un bâtisseur en 2026. C'est un bâtisseur quand il fait un tel travail. Et donc, il ne peut pas faire autant de choses pour venir en arriver à être maltraité à la fin de son mandat ou bien qu'on lui parle mal et qu'on lui dise des choses qu'on ne devrait pas lui dire, alors qu'il a fait autant d'efforts à la tête du Bénin. Et quand on regarde la situation aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai pu voir que dans cette localité, ce que les gens consommaient comme eau, c'était de l'eau souillée, l'eau polluée, j'allais dire. Parce qu'il y a les intrants agricoles qui sont servis dans les champs, et quand il pleut, l'eau de ruissellement draine les intrants dans l'eau de ruissellement qui va dans les cours d'eau, et les gens vont prendre cette eau pour consommer. Et c'est de l'eau polluée, malheureusement, qui rend malade les gens dans cette localité. Et au fur et à mesure, chaque année, on répète les mêmes situations, il n'y a pas de solution. Donc, avec cette infrastructure, aujourd'hui, on peut s'assurer que les maisons seront, en tout cas les localités, seront raccordées en eau potable. Ça va régler un problème de santé. Ça va régler un problème, évidemment, notamment d'agriculture, parce que dans certaines localités, les gens ont besoin d'eau peut-être pour irriguer. Vous voyez, moi, j'ai vu dans un pays d'Europe que les gens ont mis, les noisettes que nous consommons ici, c'est cultivé sur des montagnes. Les noisettes sont cultivées sur les montagnes. Ici, nous avons tout ce que nous avons à Saverne et autres là. Qu'est-ce que nous produisons sur ces espaces-là? Il y a des arbres qui poussent. On voit des baobabs sur comment vous appelez, sur les collines. Donc, il y a de la terre fertile à un moment donné où on peut produire. Mais à ce niveau, à un moment donné, peut-être, on a besoin d'arroser, de pouvoir faire pousser les plantes et autres. Donc, je pense que ce problème d'eau vient régler une situation qui a longtemps duré dans cette localité, rendant les gens malades, rendant les gens
dépendants de l'eau polluée, mais aujourd'hui, on peut se réjouir et dire oui, bravo au gouvernement, et davantage souhaiter que, comme Marc l'a dit dans d'autres localités du Bénin méridional, qu'on règle ces problèmes. Moi, j'ai cité un problème d'une localité de Comé, à moins de 5 km de Comé Centre, qui fait pratiquement la frontière entre Comé et Royagbe. Il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable. Et c'est un vieux puits qui est sale. Et puis, et pourtant. Donc, le gouvernement fait des efforts. Et juste pourquoi je dis qu'au fond, à des moments donnés, il revient aux autorités de comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas de la critique pour critique. Mais c'est quand même les aider à comprendre qu'il y a mieux à faire à des endroits donnés. Écoutez, je donne le nom de la localité Gbadavinou, dans Comé. Allez là-bas pour voir s'il y a de l'eau potable pour les gens. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de l'eau potable pour les gens. Donc, quand ces trucs-là, on le dit, c'est pour qu'ils améliorent leur gouvernance, fassent mieux les choses. Quand ils seront célébrés, c'est eux, ce n'est pas nous. Quand on dit sur le plateau que le gouvernement a fait fort, que le gouvernement a fait bien là, en sortant d'ici, là, moi je vais imager pour ça. Je ne vais pas imager pour ça, non. Et pourquoi vous deviez imager? Non, mais justement, il y en a qui font ce travail pour eux, qui imagent. Et je n'en veux pas non plus. Vous le savez très bien par rapport à ça. Mais c'est pour leur dire, en réalité, nous jouons aussi notre rôle. Ceux qui imagent chez vous, là, qui ne veulent pas vous dire la vérité, qui tout le temps vous disent que vous êtes des demi-dieux, là, vous induisent en erreur. Nous qui vous disons parfois que c'est bon, mais là, il faut faire améliorer. Nous vous aidons et il vous revient de faire l'effort de quand même nous comprendre et d'améliorer votre gouvernance. Et après, vous serez célébrés autrement. Je pense que c'est le lieu également de remercier l'ancien ministre Adambi qui avait en charge également qui a porté ce projet pendant longtemps et aujourd'hui dans plusieurs localités. C'est le moment de le remercier même s'il n'est plus là. Oui. Justement, on a tout fait parfois d'oublier ceux qui ont été les vrais acteurs parce qu'aujourd'hui on dira l'État a une continuité parce que vous savez ce pourquoi parfois je le comprends. Quand Boni a fait les choses, il est parti. Quand vous citez, on vous prend l'adversité pour dire pourquoi vous avez cité Boni, c'est Talon qui a fait. Donc en réalité c'est Apollon qui a fait. Merci à vous, Roland Tony Ikes. Merci, Marc Koudjanou.